Aujourd'hui, on va entamer l'unité 3, l'utilisation des substances organiques et inorganiques, et on va terminer par le chapitre 4, intitulé Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. La qualité, c'est connu. Salubrité, ça veut dire l'état de santé des milieux. L'état de santé des milieux. Salubrité, c'est ça. Un milieu, elle est sain ou non. La salubrité. Donc, une introduction. Les milieux naturels, eau, air et sol, ont connu et connaissent toujours de profonds changements ou diverses activités humaines. On a vu dans le premier chapitre, par exemple, les activités agricoles, ménagères et industrielles. Ils produisent des quantités énormes de déchets de différentes sortes. Donc ces déchets-là sont rejetés dans les milieux, soit dans l'air, soit dans l'eau, soit dans le sol. Donc la qualité de la vie des organismes, soit des êtres vivants qui forment la faune du sol, ou bien les êtres vivants aquatiques ou l'homme, elle dépend étroitement de la santé des milieux naturels. Chaque pollution des milieux naturels a une influence directe sur l'environnement et la santé. Donc, le problème, c'est que on doit trouver des critères pour évaluer la qualité des milieux naturels. Comment on va faire et quelles sont les mesures prises pour protéger ces milieux et préserver leur biodiversité. Donc, en quelque sorte, on va voir le premier paragraphe là, la première question. Donc, comment on fait pour évaluer la qualité des milieux naturels? Et on va signaler à la fin comment on peut protéger ces milieux-là après avoir évalué leur degré de salubrité ou bien leur degré de pollution. On va commencer par le contrôle de la qualité et l'état de santé des eaux. Et ici, on a les eaux en général, soit les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux des nappes phréatiques, ou bien les eaux courantes de surface, ou bien les eaux de mer. Quand on veut mesurer l'état de santé de ces eaux-là, c'est-à-dire la qualité, bon, on choisit trois critères essentiels. Il y a les critères chimiques, et les critères physiques, et les critères biologiques. On entend par critères chimiques, c'est-à-dire les constituants chimiques de l'eau. On sait que l'eau pure, c'est H2O. Mais en général, l'eau qu'on boit, ou bien l'eau qu'on utilise dans les différentes activités, soit à la maison, soit à l'industrie, soit à l'agricole, il contient d'autres substances chimiques. Donc, quelles sont les valeurs acceptables de ces valeurs, de ces produits chimiques dans l'eau? C'est ça qui va déterminer la qualité de l'eau. Les critères physiques, à savoir le pH, la turbidité, la clarté, la quantité, la température de l'eau, etc. Tout ça, ce sont des critères physiques. On entend par critères biologiques la présence ou l'absence des micro-organismes dans l'eau. En ce qui concerne les critères physico-chimiques, on va les additionner tous parce qu'ils sont liés. Afin d'évaluer les taux de quelques polluants, certains paramètres physico-chimiques sont effectués sur place, soit dans la rivière ou bien dans la mer
pardon, ou bien dans les lacs d'eau, ou bien les cours d'eau. À savoir le pH, la température, la conductivité, l'oxygène dissous, etc. D'autres critères, on peut les évaluer dans les laboratoires, c'est-à-dire l'analyse chimique, etc. Hein, le calcul de la DBO5 et le DCO, on peut les faire au laboratoire après échantillon, après avoir pris un échantillon au laboratoire. Ces mesures sont faites sur des échantillons hein, pris dans différents points. Les zones où on prélève les échantillons, on les indique dans des étiquettes. Hein. Est-ce qu'on a pris avant ou après euh, une usine, par exemple, ou bien dans l'amont ou dans l'aval de la fleuve, après une ville ou après une ville ou avant la ville, c'est-à-dire pardon. Donc on indique dans les échantillons les différents endroits où on a pris cette taux-là. Par exemple, le tableau qui suit va nous donner quelques exemples de critères physico-chimiques. Euh, on voit ici, par exemple, la température. Hein. Dans la première ligne, ici, on voit le degré hein, de la qualité de l'eau. On part de la qualité très bonne qualité, hein, puis bonne qualité, moyenne qualité, mauvaise qualité, très mauvaise qualité. Donc, on a les 5 niveaux de la qualité de l'eau. Et ici, on a les paramètres qui nous indiquent hein, ces niveaux-là. On voit bien que si on part de la gauche vers la droite, c'est-à-dire d'une qualité très bonne jusqu'à une qualité très mauvaise, tous ces constituants-là hein, augmentent de valeur. Par exemple, la température augmente, le pH augmente, le nitrate augmente, le NH4 augmente. On part de inférieur à 0,1, on arrive jusqu'à 8. Par exemple, SO4-, etc. On voit que toutes ces valeurs-là augmentent sauf 1. C'est l'oxygène dissous. L'oxygène dissous, on sait bien que l'oxygène, c'est un facteur de vie. Hein. C'est avec l'oxygène qu'on peut faire plusieurs activités cellulaires. On a vu, par exemple, la respiration qui nécessite l'oxygène pour dégrader la matière organique. On voit que l'oxygène doit être avec une valeur élevée dans l'eau pour qu'on dise que la qualité de l'eau est bonne. Si la quantité d'oxygène diminue, la qualité de l'eau diminue aussi. Parce que la quantité d'oxygène dépend de la pollution de l'eau. La quantité d'oxygène diminue, c'est un indicateur de la pollution de l'eau. Hein? C'est en faveur de la matière organique qui se trouve dans l'eau. Si on pollue l'eau, la quantité d'oxygène diminue. Donc c'est un indicateur. Hein? C'est le seul élément ici qui diminue hein, au cours de la diminution de la qualité de l'eau. Donc c'est pour cela que l'oxygène dissous dans l'eau, c'est un très bon critère pour mesurer la qualité de l'eau. Et même la DBO5 et la DCO, elles dépendent de l'oxygène. On va voir la définition de DCO, DBO5, que c'est une quantité d'oxygène. Donc, ici, on voit bien que
À chaque fois que l'oxygène diminue, la qualité de l'eau diminue. Aussi, la température, c'est un bon indicateur de la qualité de l'eau. On voit que si la température augmente, la qualité de l'eau diminue. Hein. Donc ça, ce sont des exemples. Hein. Il y a d'autres critères, hein, qu'on n'a pas cités ici. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Il faut bien savoir les utiliser. Hein. En général, dans les exercices, on vous donne un tableau comme celui-là, hein, qui représente les données qu'on a récoltées à partir des échantillons qu'on a pris, et on vous demande de voir la qualité de l'eau. Est-ce qu'elle est classée très bonne ou mauvaise ou moyenne? Ça dépend des données qu'on a exploitées. Ça, c'est un exemple de contrôle de la qualité de l'eau, physico-chimique. Des définitions qu'on a vues dans le tableau, le DBO5, ça veut dire la demande biologique ou bien biochimique en oxygène pendant 5 jours. Hein, demande biologique en oxygène pendant 5 jours. Elle se mesure en milligrammes d'oxygène par litre, en milligrammes d'oxygène par litre. Hein, je répète, en milligrammes d'oxygène par litre. Ça veut dire quoi? C'est une quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique pendant 5 jours, en obscurité et à 20 degrés. Ça veut dire quoi encore? C'est-à-dire si on prend un litre d'eau, d'un cours d'eau, un litre, ou bien d'un lac, ou bien de la mer, ce litre d'eau contient de la matière organique. Cette matière organique est dégradable par voie biologique, c'est-à-dire par l'intervention des bactéries et des micro-organismes. Ces micro-organismes ont besoin d'oxygène pour dégrader cette matière organique. Quelle est la quantité d'oxygène qu'on a utilisée? Ça dépend de la quantité de la matière organique qui existe. Hein, cette matière organique qui existe dans l'eau. Donc, à chaque fois qu'on a une quantité importante de matière organique, on aura une quantité importante d'oxygène qui va être utilisée. Donc, à chaque fois le DBO5 est inférieur, est faible, donc l'eau est de bonne qualité. Le DBO5 augmente, la qualité de l'eau diminue. Le DCO, c'est la demande maintenant chimique. Ici, on a la demande biochimique, ici, chimique en oxygène. C'est de la même façon, on la mesure de la même façon, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée par des oxydants chimiques forts, c'est-à-dire les réactions chimiques sans intervention des micro-organismes, pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Donc, toutes les substances, soit minérales, soit pour les oxyder, on a besoin de l'oxygène. Combien d'oxygène on a besoin? C'est la même chose que la DBO5. La seule différence, c'est que ici, on a l'intervention du micro-organisme. Ici, ce sont des réactions chimiques pures qui se passent. La matière en suspension. C'est de la matière non hydrosoluble, c'est-à-dire qui n'est pas soluble dans l'eau. Hein, tout simplement, elle reste en suspension dans l'eau. On peut la mesurer aussi, et ça est en relation avec la turbidité. La turbidité désigne la teneur d'un fluide en matière qui le trouble. On parle de turbidité et grande turbidité quand l'eau est trouble. Hein. Et inversement, la transparence, c'est la clarté de l'eau. Elle est mesurée par exemple par la limite de profondeur d'un disque observable dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un cours d'eau, par exemple, on y met une pièce, par exemple un dirham ou bien
un disque observable blanc, hein, de couleur blanche, et on le pose, hein, dans le fond de ce cours d'eau, et on voit à quelle distance on ne le voit pas. Donc, il disparaît. Donc, chaque fois que l'eau est transparente, on peut voir le disque à une grande profondeur. Et à chaque fois que l'eau est polluée, donc cette distance ou cette profondeur-là, à partir de la surface de l'eau, va diminuer. Donc, c'est ça la transparence de l'eau. Toujours dans les critères biologiques, cette fois-ci, donc toujours dans la santé des eaux, on sait bien qu'un organisme vivant ne peut vivre convenablement dans un milieu que ce milieu-là est tolérant en facteur de ce milieu. Donc cet organisme-là doit vivre dans le milieu qui lui convient. Si les facteurs de ce milieu ne conviennent pas, il ne va pas vivre dans ce milieu. Donc il va changer de milieu ou bien va le quitter. Donc la présence et la multiplication d'une espèce dans un milieu donné, c'est un critère qui reflète les facteurs caractéristiques de ce milieu. Certaines espèces d'invertébrés, c'est-à-dire les insectes, les mollusques, les crustacés, et ça, tout ça, ce sont des indicateurs parce qu'elles peuvent tolérer un niveau donné de pollution. Si on dépasse, ils vont quitter. Donc, sont considérés comme indicateurs. Ce sont des indicateurs, ces micro-organismes, ce sont des indicateurs, ou bien ces espèces, ce sont des indicatrices d'une eau propre. Alors que d'autres qui ne tolèrent pas de forte pollution, hein, vont s'échapper, ou bien qui tolèrent de fortes teneurs de matière organique, sont considérés comme indicateurs d'une eau polluée. Donc les unes s'échappent de la pollution, l'autre peuvent tolérer cette pollution, donc ils peuvent y vivre. Hein. On va utiliser ces données-là pour définir ce qu'on appelle l'indicateur biologique de l'eau. L'indicateur biologique, l'indice biotique de l'eau. L'indice biotique de l'eau qu'on note IB. Hein? L'indice biologique a une valeur de 0 à 10 et on calcule cet indice biologique à partir de deux facteurs. On sait maintenant qu'il y a des groupes d'invertébrés qui tolèrent des degrés donnés de pollution. Donc on va les classer en 7 groupes. On les appelle les 7 groupes zoologiques. On va les classer selon ceux qui tolèrent bien la pollution, hein, sont de l'ordre de 1. Qui sont sensibles, sont de l'ordre de 1. Ceux qui tolèrent mieux la pollution, donc, ils sont de l'ordre de 7. On va voir ça dans un tableau. Donc, voilà ici des exemples d'invertébrés qui sont utilisés comme indicateurs de la pollution. Regardons bien un exemple d'invertébré utilisé. On va voir cette expérience qui a été faite, hein, dans des laboratoires à partir d'un milieu non contaminé, c'est-à-dire un milieu propre, hein, aquatique, hein, dans l'eau. On a récupéré ces invertébrés-là. On a ici deux types d'invertébrés. Ceux-là, ce sont ici, on a effectué une pollution pour voir le comportement de ces invertébrés-là en face de cette pollution qu'on a effectuée ici. C'est une pollution provoquée, c'est-à-dire on a déversé des polluants dans l'eau et on va voir que
que ces larves-là, plécoptères, ce sont des insectes, hein, bicercus, hein, avec deux cercles ici. Ce sont des invertébrés qui nous indiquent que l'eau est propre. Pourquoi? Ce sont très sensibles à la pollution. Donc, si on trouve ces plécoptères dans l'eau, ça veut dire que l'eau est propre. Sinon, si on ne les trouve pas, ça veut dire qu'il y a un degré donné de pollution dans l'eau. On va chercher. On a pris ces plécoptères et on les a mis avec les chironomes. Ce sont des larves de chironomes, ce sont aussi des insectes eau polluée. Hein, ce sont les indicateurs d'eau polluée. Pourquoi? Parce que après avoir pollué l'eau, on a vu que ces insectes-là, ces larves-là, sont détruites, sont mortes. Hein. Leur développement est très très faible. Donc, et après leur fuite ou bien leur mort, ils vont laisser de l'espace vide pour les autres chironomes, les chironomes. Ces chironomes-là vont trouver, on sait bien, en 5e année, en tronc commun, on a étudié la compétition sur la nourriture dans les milieux, dans les écosystèmes. Donc ici, ces chironomes-là vont trouver de l'espace et de la nourriture suffisante pour mieux se développer. Et on va les trouver en grande quantité. Ça veut dire que l'eau est polluée ici, qu'on trouve ce type-là, ces espèces-là dans l'eau. On va dire que c'est une eau polluée parce que les invertébrés qui sont sensibles à la pollution ne se trouvent pas, ou bien se trouvent avec des nombres très 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 faibles, jusqu'à on peut ne pas les prendre en considération. Donc, on va prendre un exercice comme exemple. Ici, comme vous voyez ici, l'indice biotique est une valeur allant de 0 à 10, et caractère. Donc, il caractérise la qualité d'une eau courante. Sur un échantillon d'un cours d'eau, on détermine les organismes invertébrés sensibles à la pollution organique. Notez bien ici, sensibles à la pollution organique. Ce sont les organismes indicateurs, ainsi que le nombre total d'unités systématiques. Qu'est-ce que ça veut dire les unités systématiques? C'est-à-dire, dans cet échantillon-là, par exemple, on va trouver les insectes. Voilà, c'est une unité. On va trouver les crustacés, c'est une autre unité. On va trouver des lamellibranches, c'est une autre. Donc, combien d'unités systématiques, c'est-à-dire de classification? On classe les invertébrés selon des critères. On dit que ce sont des insectes, des larves de crustacés, les lamellibranches, etc., les moules, les vers, etc. Donc ça, ce sont les unités systématiques. Combien d'unités? On ne tient pas compte du nombre d'individus ici. On compte les groupes, les groupes de فصيلة الحيوان. Donc on va prendre ces deux choses, c'est-à-dire d'un côté les organismes indicateurs, de l'autre côté les unités systématiques. Et on va chercher le IB, l'indice biotique. On va prendre par exemple ici un exemple, la présence des larves d'odonates, les odonates, dans un échantillon renfermant 12 unités systématiques correspond à un indice égal 6. Comment on a fait? Comment on a trouvé le 6 là? Donc on a dit que les unités systématiques, ce sont les catégories d'invertébrés. Les indicateurs ici, l'indicateur c'est le donate,
Donc, on va chercher ici, dans les unités, dans la sensibilité, où on va trouver les odonates. Et on va partir du haut. Ici, odonates, il n'existe pas. Il existe les plécoptères et les éphéméroptères. Trichoptères, il n'y a pas d'odonate. Éphéméroptères et mollusques bivalves, pas d'odonate. Hémiptères, gammaridés, d'odonates. Donc, ici, on a trouvé les odonates. On va prendre cette ligne. Donc, la ligne qu'on va prendre, c'est la 4e ligne. Donc, c'est ça la sensibilité de ce groupe-là, le groupe 4. Donc, on a 12 unités systématiques. On va aller ici. On a de 0 à 1, de 2 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15 et supérieur à 16 ou égal à 16. Donc, le 12, ça va être ici. Donc, on va chercher la colonne, la ligne. Donc, ici, on a l'indice biotique 1, 6. Pourquoi on a coloré ça d'une autre couleur? On a ici une limite de pollution. C'est celle-là. Un indice biotique égal à 6 est supérieur à 6, ça veut dire que l'eau est non polluée. Un indice biotique inférieur ou égal à 5, c'est de l'eau polluée. C'est comme ça qu'on définit à partir des êtres vivants, micro-organismes de l'eau, la qualité de l'eau. Maintenant, on passe au contrôle de la qualité de la santé de l'air. Donc ici, comme vous le savez, comme on a déjà signalé, que la pollution de l'air entraîne plusieurs maladies, surtout maladies respiratoires, maladies du système nerveux, maladies de l'immunité, du système immunitaire, etc. Donc c'est pour cela que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des recommandations pour que chaque pays doit disposer d'unités de mesure, de contrôle, des stations de contrôle de la qualité de l'air dans les grandes villes surtout, où il y a la pollution, et dans les environs où vivent les populations. Donc, on a un exemple ici, un exemple par exemple de Araba et à Marrakech. Comme vous voyez ici, Dar es Salaam, c'est un endroit Araba où il y a les terrains de golf, les terrains de jeux, où on fait plusieurs jardins, des zones vertes sont les plus abondants. Par contre, à la gare, près de la gare routière, on voit la différence en polluants. Les polluants ici, ce sont les SO2 et NO2. Vous vous souvenez que ce sont les deux constituants qui interviennent dans les eaux, les pluies acides, surtout, et la pollution de l'air. Donc ici, comme vous voyez, près de Dar es Salaam, c'est 8. Près de la gare routière, c'est 144. Donc l'air est très pollué ici. Il dépasse les normes. Voilà ici les normes. Ça, c'est les normes. Ces deux-là ne doivent pas dépasser les 100 microgrammes par mètre cube par an. Même chose pour Dar es Salaam, pour la moyenne annuelle des particules en suspension dans l'air. On voit que à côté de la gare routière, on a de l'air très très pollué. Donc il dépasse les 200 ppm. Donc là, dépasse. Même chose pour Babdoukala, le Palmeraie, vous savez tous que le Palmeraie, c'est un endroit touristique où il y a des terrains de golf, il y a des grands terrains verts, donc les terrains verts, les zones vertes, la pollution est très faible. La pollution de l'air. Babdoukala, où il y a la gare routière, il est taxi de transfert des passagers et tout ça,
hein, la pollution est très élevée. On dépasse ici la moyenne, 135, c'est-à-dire plus que la moyenne. Hein? Donc, on voit ici que l'évaluation de la qualité et de la pureté de l'air repose sur la surveillance de la concentration de certains polluants, à savoir CO2, le CO, le NH4, le NO2, SO2, les particules en suspension, etc. Par ailleurs, des organismes comme l'Organisation mondiale a fait des normes donc qu'il ne faut pas dépasser. Si on dépasse ces normes-là, c'est un danger, c'est une sonnette d'alarme sur la santé de l'environnement et de la santé de l'homme. Pour l'état des sols, hein, on s'appuie sur l'indice biotique de la qualité du sol. C'est la même chose, presque la même chose, comme on a fait pour l'indice biotique dans l'eau, sauf ici, on parle de la qualité de l'eau du sol au lieu de la qualité de l'eau. Donc, et on a un barème de 1 à 20. C'est-à-dire, on note la qualité du sol de 1 à 20. Comment on fait? On prélève des échantillons du sol en des points différents et on procède ensuite à l'extraction et l'identification de la faune. La faune, ce sont les micro-organismes qui vivent dans le sol. Et on calcule le nombre des individus et on détermine la valeur de l'IBQS, l'indice biotique de la qualité du sol. IBQS faible, le sol est de mauvaise qualité. Si il est élevé, c'est-à-dire si on a 15, 18, 19, 20, hein, la qualité du sol est très bonne. Hein. Et on a ici un tableau qui nous donne des valeurs. Hein. Toujours, j'ai dit, ces valeurs-là ne sont pas à apprendre par cœur, mais à savoir les utiliser dans les exercices. Par exemple, l'IBQS, on a trouvé ici 282. Si on trouve 282 à 685 unités, hein, c'est-à-dire la faune, c'est-à-dire le nombre des individus, hein, c'est-à-dire le nombre de micro-organismes, on va donner 1 à 4. Ça dépend du chiffre qu'on va trouver ici. Donc, catégorie 1, le sol est médiocre, c'est-à-dire qualité faible, mauvaise qualité. Si les valeurs augmentent, à chaque fois que les valeurs des individus qu'on va trouver augmentent, on va augmenter la qualité du sol. Donc, l'IBQS augmente avec l'augmentation de la qualité du sol. Hein, médiocre, toujours, c'est la même chose, 5 catégories, médiocre, moyen, bon, très bon, excellent. Et comme ça, on peut calculer à chaque fois la qualité d'un sol avec l'indice biotique. On peut aussi calculer quelques facteurs, surtout les nitrates et les autres polluants qui peuvent être d'origine des déchets ménagers. Et on peut dire que la quantité des sels, par exemple, dans le sol, hein, on peut aussi la calculer et on peut avoir des normes chimiques aussi, physico-chimiques, pH, etc., du sol. Donc c'est comme ça qu'on peut contrôler ces qualités des différents milieux. Et après la détermination du niveau de pollution, on peut intervenir d'une façon ou d'une autre. Et je vous remercie et à bientôt. Attendez les exercices dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam.